Bonjour à toutes et à tous, ici Stanislas Franquiel, historien à l'Université d'Artois. Bienvenue sur la première chaîne YouTube d'histoire du sport, Temps de Sport. Le mardi 24 octobre 2023, l'amphithéâtre de l'UFR STAPS de l'Université Paris-Sud, Paris-Saclay, Orsay, a été renommé en l'hommage du sociologue Christian Pociello. L'amphithéâtre donc s'appelle désormais l'amphithéâtre Christian Pociello. C'est un acte majeur pour un sociologue et un historien important que je cite dans la plupart de mes cours, parmi d'autres historiens et sociologues du sport. Alors je suis très heureux de pouvoir faire cette petite vidéo, puisque grâce au doyen de l'UFR STAPS de l'université Paris-Saclay, le professeur Christopher Aubois, nous avons récupéré l'enregistrement des discours tenus par le sociologue David-Claude Kemo-Kembou, le sociologue Jacques de France et l'historien Georges Vigarillo, des discours tenus en hommage à Christian Pociello. Alors, Christian Pociello fut mon formateur, mon enseignant à Orsay. Je lui dois beaucoup de choses. Comme beaucoup d'anciens étudiants, il avait plaisir à dire et à rappeler qu'il avait formé plus de 25 maîtres de conférences, dont il avait dirigé les thèses. Il n'a pas dirigé ma thèse, puisque c'était Daniel Denis et Nicolas Bancel qui s'en sont chargés. Il a rayonné, il a inondé par ses conseils, par le laboratoire qu'il avait créé aussi à Orsay, le CRCS, le Centre de recherche sur les cultures sportives. Il a donc donné des conseils à des étudiants comme moi et plein d'autres. Alors, j'ai l'habitude de démarrer tous mes cours, notamment de L1 et de L2 et même de Master, par cette petite introduction que vous allez voir à l'écran. Avant de rentrer dans le contenu de mon cours, je dis toujours que mon cours s'inspire des travaux de Christian Pociello, avec ce qui s'affiche à l'écran. Donc l'un des pionniers de la sociologie et de l'histoire du sport en France, un pédagogue exceptionnel marquant plusieurs générations d'étudiants. Là, je vous mets une photo qu'il a prise devant l'UFR STAPS d'Orsay à l'époque, avec 25 de ses étudiants et de ses anciens étudiants. Un éveilleur donnant et transmettant la saveur du savoir. Un chercheur attaché à la rigueur scientifique de la démarche, mais aussi la portée sociale de ses investigations, qui, dans son ouvrage sur lequel je vais revenir, Sport et sciences sociales, parle vraiment de l'importance de la maîtrise de la complexité et de l'éloge de l'imaginaire. Alors le fameux ouvrage que je cite beaucoup s'affiche à l'écran, c'est Sport et sciences sociales, Vigo 1999, la bible de l'étudiant en STAPS en L1. Il y analyse notamment la distribution sociale des goûts et des pratiques sportives. Je voudrais aussi vous dire, avant de vous montrer, juste après cette magnifique vidéo, quelques éléments biographiques sur Christian Pociello. Alors, éléments biographiques que l'on retrouve dans l'ouvrage publié dans la collection Culture sportive Artois Presse Université que j'ai co-dirigé. L'ouvrage s'intitule Faire trace. Donc Christian Pociello est né en 1937 en Gironde. Il vient d'une famille modeste, majeur au CAPEPS en 1962, puis prof de PS, perchiste de bon niveau, passion pour la recherche et l'enseignement et toujours un intérêt pour l'iconographie et l'iconographie sportive. Il va créer l'espace des sports en 1981, s'inspirant de l'espace des positions sociales, Pierre Bourdieu. Alors il disait souvent qu'il avait deux grandes inspirations, c'était Pierre Bourdieu et Georges Canguilhem. Il a publié une dizaine d'ouvrages scientifiques et sa carrière universitaire, donc maître de conférences, puis professeur des universités et retraité. Alors parmi les ouvrages scientifiques, on en voit certains à l'image, Sport et pouvoir au XXe siècle, co-dirigé avec Jacques de France et Jean-Paul Clément, les cultures sportives, sport et société, sport et sciences sociales, le rugby ou la guerre des styles, ou encore Entre le social et le vital, qui est plus un ouvrage d'épistémologie du sport et aussi des STAPS. Donc, voilà, je vais vous laisser avec cette magnifique présentation un moment solennel en fait. On nomme un amphithéâtre en hommage à un grand chercheur, Christian Pociello. Voilà, je vous laisse, j'espère que vous apprécierez cette vidéo comme j'ai eu la chance de l'apprécier. Un grand merci à Christian Pociello. On pense vraiment bien à lui. Voilà, je regarde si j'oublie rien. Si, vous dire qu'il y a quelques vidéos là qui vont apparaître aussi à l'écran
Christian Pociello a été l'un des premiers à faire confiance à cette chaîne YouTube Temps de Sport. Donc il m'a présenté tout d'abord dans le dictionnaire vidéo du sport A comme aventure. Ensuite, dans le dictionnaire vidéo de l'EPS, on a fait 2 vidéos également. D comme Demeni, voilà, qui s'affiche à l'écran. Et enfin, M comme Marais. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute, un bon visionnage de ce moment fort. Merci et à bientôt sur YouTube Temps de Sport. Bon, éminent professeur, pour l'essentiel des compagnons de route de Christian Pociello, chers collègues de la faculté des sciences du sport de l'Université Paris-Saclay, chers doctorants, mesdames, messieurs, nous sommes réunis dans cette salle aujourd'hui, entre midi et deux, comme c'est assez souvent le cas, pour inaugurer cette salle, l'amphithéâtre 335, et le baptiser du nom de Christian Pociello. Alors, ce n'est pas qu'une inauguration, c'est d'abord une célébration. La célébration d'une carrière, celle d'un homme, Christian Pociello, qui a marqué de nombreuses générations d'étudiants devenus, pour de très nombreux, ses collègues. C'est un homme, ses amis vous le diront tout à l'heure, ses anciens étudiants également, qui était la figure emblématique de cet amphithéâtre. C'est ici et c'est dans cette salle qu'il a éveillé de nombreux esprits. C'est dans cette salle qu'il a reçu et accompagné de nombreux étudiants de L1 qui, beaucoup plus tard, sont devenus des doctorants, puis des docteurs, et enfin, des enseignants et ses collègues. Donc, nous retrouver ici, alors que Christian nous suit, n'est-ce pas, en vidéo, à distance, c'est un grand moment. De nombreux collègues ici ne connaissent pas tous ceux qui sont venus, mais sachez que dans cette salle, en ce moment, sont réunis de très grands professeurs qui ont fait l'histoire des STAPS, qui ont fait l'histoire de notre discipline, qui ont porté ce que sont devenus les STAPS aujourd'hui. Et en jugé par la qualité du panel, la qualité du parterre, on peut comprendre qui était l'homme, ou du moins qui est l'homme. Nous aurons plusieurs tours de parole, discours d'accueil et de bienvenue d'Antoine Latreille, le vice-président patrimoine de l'Université Paris-Saclay, qui sera suivi du discours de Christopher Aubois, le doyen de cette faculté des sciences du sport de l'Université Paris-Saclay, puis viendront les hommages. Le premier hommage, il sera servi par Gérard Pociello, le frère de Christian Pociello. Et juste après Gérard Pociello, nous aurons les hommages de ses collègues, le professeur Georges Vigarello, suivi du professeur Jacques France, et des hommages également, je dirais des témoignages de ses anciens étudiants, notamment Dieter Hilaret, qui est manifestement le premier doctorant de Christian Pociello, aujourd'hui devenu son collègue, Denis Jala, qui officie à l'université de Strasbourg, et enfin, nous dévoilerons les plaques et s'ensuivra la cérémonie des photos. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à M. Antoine Latreille. Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, très heureux d'avoir été invité une part et de représenter l'Université Paris-Saclay et ce qu'elle y a
la présidente. Très heureux de retrouver à chaque fois que je peux mes collègues et amis de la F2S. Très heureux de pouvoir partager en plus quand il y a un buffet derrière. C'est une raison supplémentaire pour faire le déplacement. Puis, pour être très honnête, le déplacement est pas très important puisque je fréquente habituellement ce campus. Pour dire, je n'ai pas eu donc, la chance d'avoir Christian Possiello comme enseignant, parce que probablement à l'époque où il était ici dans ce même amphithéâtre, moi j'ai été à quelques kilomètres d'ici à Sceaux, étudiant en droit, personne n'est parfait, hein, tout le monde ne peut pas faire STAPS. Ce que je retiens de ce collègue que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer, et sans quoi il est tout à fait symbolique de l'Université Paris-Saclay et du projet que nous portons pour l'avenir de notre établissement, c'est d'avoir à la fois été un excellent enseignant, donc loué par tous, d'après ce que j'entends aussi, avoir fait naître aussi des vocations, et ça aussi, ça fait partie du statut de l'enseignant-chercheur que, à travers l'accompagnement au doctorat notamment, de faire naître des vocations pour poursuivre finalement ce métier et permettre d'entrer dans la carrière. Donc, ce compagnonnage me semble une partie très importante de notre profession. Et puis d'avoir été au départ finalement du développement de la recherche qui, des années plus tard, donnera la faculté qui deviendra des sciences du sport, et donc prenant ces lettres de noblesse, et donc justifiant avec toutes les collaborations, tous les liens avec les autres UFR, eh bien, une place pleine et entière au sein du dispositif Paris-Saclay, qui se veut, comme on le répète à Longwy, une université intensive de recherche. Voilà, je vous remercie. Remercie le collègue aussi et renouvelle mon bonheur d'être ici parmi vous. Et puis voilà, longue vie à la jeunesse, longue vie à Christian Possiello. La parole à Christopher Aubois, doyen de la faculté des sciences du sport de l'Université Paris-Saclay. Merci beaucoup Claude et puis bonjour à toutes et à tous, ravi de voir cette amphi bien garnie. Alors je commencerai si vous voulez bien par quelques remerciements. D'abord remercier la présence d'Antoine Latreille puisque cette cérémonie est un moment important pour la vie de notre composante et c'était bien que la présidence y soit associée. Donc merci beaucoup Antoine. Remercier également plusieurs personnes qui travaillent depuis plusieurs semaines à la bonne préparation de cette cérémonie. Claude, merci d'avoir accepté de jouer le rôle de maître de cérémonie. Merci également à Gaël qui travaille pour le coup depuis bien longtemps pour que tout soit parfait, en tout cas le mieux possible, à la préparation de cette cérémonie. Merci également à Nicolas pour toute l'assistance technique est évidemment importante. Merci à Pia aussi d'avoir creusé dans sa mémoire pour nous permettre de compléter la liste des invités. Et là, on a aujourd'hui réuni plusieurs visages qui sont assez emblématiques des STAPS et puis aussi assez emblématiques de la faculté des sciences du sport d'Orsay. Et donc, merci pour ta contribution. Merci également à Elisabeth Possiello avec la complicité de laquelle j'ai pu préparer cette cérémonie. Elisabeth et Christian sont en ligne en ce moment, je sais qu'ils nous entendent, donc merci beaucoup Elisabeth. Et puis un grand merci à nos deux invités d'honneur, Georges Vigarello et Jacques de France. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir et un honneur de vous accueillir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis bien sûr un grand merci à vous tous de témoigner par votre présence l'amitié que vous portez à Christian. C'est, je le disais, aussi l'occasion d'apercevoir dans l'amphi des visages qu'on n'a pas vus ici depuis bien longtemps. Et c'est vrai que c'est aussi ça l'une des satisfactions qu'on a aujourd'hui de revoir tous ces visages aujourd'hui.
Cher Christian, alors tu n'as pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais tu es présent en ligne et donc c'est bien là l'essentiel. Alors ces derniers jours, quand je réfléchissais à la préparation de ce petit discours, je me disais que cela aurait pu être une bonne idée d'évoquer la filiation scientifique ou disciplinaire que j'aurais pu avoir avec toi, mais non, en fait, ça marche pas. Puisque l'un de mes défauts, c'est de ne pas avoir fait de thèse en sociologie du sport, donc pas de filiation, et en même temps, je crois que ici, nous sommes nombreux à être des héritiers, pour employer un terme très bourdieusien. Et comme tu peux le voir, ça fait quand même une sacrée famille. Hein, surtout là où je vous vois, ça fait quand même une belle famille, une belle photo de famille. En revanche, je peux témoigner en tant que ancien étudiant en STAPS. Ça, pour le coup, ça fonctionne. Je l'ai été. Comme tant d'autres. Donc moi, j'ai fait mes études à l'université de Caen et donc je n'ai pas eu le plaisir, comme les étudiants d'ici à l'époque, d'assister à tes enseignements ici, hein, les enseignements dont parlait Claude tout de suite dans cet amphi. Et donc pour moi, pendant longtemps, Christian Cossillo, c'était un nom sur un livre, même sur des livres pour les plus studieux de mes camarades. Et donc c'était des livres dont on tournait les pages, dont on stabilotait les passages les plus importants, jusqu'à ce que je rejoigne en 2000 le DEA Grand Ouest, qui rappellera des souvenirs à un certain nombre d'entre nous, soit en tant qu'étudiants, soit en tant soit en tant qu'intervenants. Et donc à l'occasion de ce TEA Grand Ouest, j'ai mis les pieds pour la première fois en 2000 sur ce campus. Et je me rappelle la première fois où j'ai suivi tes enseignements, cher Christian. Je me souviens très bien, c'était au bâtiment 338, le bâtiment des colloques. Et je me souviens, c'était l'après-midi, début du cours à 14 heures. Ne me demandez pas pourquoi je me souviens de ça, mais c'était le début du cours à 14 heures. Et juste avant, je me souviens que j'avais eu au téléphone un ami qui était avec moi en maîtrise à l'époque. On parlait de maîtrise à Caen l'année d'avant. Et je lui dis, devine avec qui j'ai cours dans 5 minutes. Avec Christian Cossillo. Et là, il m'a répondu, Christian Cossillo, celui des livres. Et effectivement, c'était bien celui-là, c'était celui des livres. Et donc tout cela, c'était en 2000. Et donc tu imagines le plaisir que j'ai 23 ans après à partager ce moment avec toi. Alors je le disais tout à l'heure, cette cérémonie, c'est un moment important pour notre faculté. D'abord parce que cette cérémonie coïncide avec les 20 ans du passage de département, enfin de division STAPS à UFR STAPS, parce que c'était effectivement en 2003. Et comme on n'a pas tous les jours 20 ans, on est en train de réfléchir à la manière de bien célébrer cet anniversaire. Évidemment, on tiendra à informer les collègues de ces festivités à venir. Alors, cette cérémonie est également un moment important pour notre composante parce que nous étions plusieurs il y a quelques mois à regretter que de manière générale, nous ne rendions pas assez hommage aux enseignants qui avaient mené des recherches, qui avaient fait cours pendant des années, voire plusieurs décennies. Et c'est vrai, nous ne le faisons pas assez. Alors, il est certain que si on doit renommer une salle de cours et un amphithéâtre à chaque fois qu'un collègue part en retraite, on risque d'être rapidement un peu court en infrastructure, mais en tous les cas, on trouvera d'autres moyens de rendre hommage à nos anciens collègues. Et donc, cette cérémonie aujourd'hui vise à exprimer notre reconnaissance et notre gratitude envers celui qui a été le premier maître de conférence, recruté à l'époque par une commission composée d'enseignants d'EPS, puis le premier professeur d'université de notre UFR. Et donc aujourd'hui, notre souhait de rebaptiser cet amphithéâtre à ton nom, c'est, comme le disait Claude tout à l'heure, un clin d'œil à toutes ces heures que tu as passées ici, à enseigner, à partager tes connaissances. L'enseignement a été l'une de tes grandes passions, et tu parlais même de ton bain de jouvence. Ce sont tes termes. Et donc tu transformais chacun de tes cours en une petite pièce de théâtre où tout était savamment réfléchi pour assurer la transmission de ton message, même à ceux assis tout au fond de l'amphi, dont l'attention était parfois friable. Et tu mettais d'ailleurs un point d'honneur à trouver les ressorts pédagogiques pour qu'aucun étudiant n'ait ne serait-ce que l'idée de partir avant la fin du cours. Comme bien d'autres, j'ai moi-même pu assister à tes enseignements un petit peu plus tard, dans lesquels on pouvait constater à travers des métaphores tant gastronomiques que rumistiques que tes racines du Sud-Ouest n'étaient jamais très loin. Et cet engagement total dans l'acte d'enseigner reste pour moi et pour nous une vraie source d'inspiration. Associer ton nom à notre amphithéâtre, c'est également réaffirmer l'importance de la pluridisciplinarité des STAPS, l'importance de cette cohabitation entre sciences sociales et sciences dures,
Une cohabitation qui n'a jamais été facile, que tu as prise de plein fouet dans les années 80, au moment de ton recrutement ici. Et de 86 à 2007, date de ton départ en retraite, tu n'as eu de cesse de redire combien les sciences interprétatives avaient toute leur place dans le champ des STAPS et que la domination des sciences expérimentales, notamment dans cette université, n'était ni salutaire ni irrémédiable. Et tu étais d'ailleurs toi-même un passionné des sciences au pluriel, car avant de devenir le sociologue du sport qui allait former par tes écrits des centaines d'étudiants, et avant de travailler avec tous ces noms si reconnus, Pierre Bourdieu, Georges Canguilhem, Luc Boltanski et bien d'autres, tu as été un étudiant passionné de biomécanique et d'anatomie, et tu étais d'ailleurs incollable sur l'anatomie du diaphragme. C'était ta spécialité. Enfin, baptiser ce lieu à ton nom me semble un témoignage de gratitude aussi modeste qu'évident. En effet, qui mieux que toi incarne l'essence même des STAPS? Tu as été, je le rappelle, certifié de BS, major avec une moyenne inconnue à l'époque de 16,54 sur 20, agrégé de BS, major, titulaire d'un DEA, major, et je l'ai dit, premier maître de conférence et premier professeur d'université de notre faculté. Malgré cette carrière brillante, je m'autorise, cher Christian, à partager ici quelques-uns de tes regrets, un peu en vrac, et je m'en excuse. Et je remercie d'ailleurs ici notre collègue Oumaya Idri qui a publié ce livre tout à fait passionnant, Faire trace, qui relate ta carrière et dont j'encourage très vivement la lecture. Un premier regret qui m'a étonné, c'est ton regret, de ne jamais avoir mesuré 1,90 m. C'était un de tes souhaits de jeunesse. Et là, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Évoquer également tes difficultés certaines mais assurées avec la langue anglaise. Dire ton amour non réciproque des sports collectifs. En effet, au football, au basket et au volley, tu as toujours préféré la course à pied et la gymnastique, à moins que ce soit l'inverse, que c'était la course à pied et la gymnastique qui étaient préférées. Et enfin, assez étonnamment, je veux dire, tu jugeais ne pas avoir toujours été à la hauteur lorsqu'il s'agissait d'encadrer des doctorants, préférant souvent les encourager et prendre en charge la dimension affective de cette tâche. Et c'est sans doute d'ailleurs pour les mêmes raisons que tu as toujours voulu mettre à distance toute position de mandarin que ton statut aurait pourtant pu te conférer sans difficulté. Parallèlement à ces quelques regrets, je ne résiste pas au plaisir de partager quelques éléments insolites ou moins connus te concernant. Comme ce jour où à Paris, le jeune enseignant de BS que tu étais, à l'époque en poste au lycée Henri IV, a plongé dans la Seine pour sauver un individu parvenu à un stade bien avancé de la noyade. Ton amour pour la peinture impressionniste et post-impressionniste, ainsi que la période Art déco. Ou encore ta passion pour le vol libre jusqu'à cette mise en demeure qui t'avait été faite en 1990, après un dernier vol au Puy-de-Dôme, de ne plus jamais voler. Ou encore rappeler que le pionnier de la sociologie du sport que tu as été aurait pu être un agent d'exploitation des PTT puisque tu avais réussi le concours. Finalement, tu incarnes pour nous l'accomplissement républicain par le travail, la méritocratie et la recherche d'une forme d'excellence. L'un de tes combats a toujours été de donner le goût de l'effort, de l'activité physique sous toutes ses formes et à tout à chacun. Et en cette période où la sédentarité est devenue l'un des maux de notre société, ce défi n'a jamais apparu plus actuel. Enfin, je conclurai, si vous me permettez, en livrant un dernier souvenir personnel. Je me souviens que quelques temps après ton départ en retraite, donc c'était en 2007, tu étais revenu ici, dans ce bâtiment. Peut-être était-ce l'occasion d'une dernière soutenance ou d'une dernière réunion. Et je me souviens que nous sommes croisés dans ce hall. Et je t'avais demandé alors comment se passait ta retraite. Et tu m'avais dit, je me souviens très bien de tes mots, tu m'avais dit ça va, mais tu sais, la retraite, c'est une petite mort symbolique. Eh bien, je peux te le dire, cher Christian, aujourd'hui, ton souvenir est plus vivant que jamais. Merci. Après ce brillant témoignage, nous allons passer la parole à Gérard Pochilou pour la suite des témoignages. Gérard Pochilou, frère de Christian Pochilou. Merci. Alors. Monsieur le doyen, tous les professeurs
et cette innombrable assistante dans ce famille théâtre. Et je tenais à vous donner quelques nouvelles de notre famille qui est très grande malgré tous les Possilos. Donc aujourd'hui, nous avons eu la chance, grâce à Monsieur le Doyen, de pouvoir recevoir ici Christophe Possilo, son aîné, Hugo, son petit-fils, Julien, son fils, et sa maman, que vous connaissez tous, qui est Madame Louveau. Cher Christian, nous sommes venus aujourd'hui parce qu'il nous était important pour nous d'être présents, parce que tu représentes pour la famille un exemple, et toute ta vie l'a été pour tout le monde. Pardon, excusez-moi. Alors, lors de notre dernier rassemblement familial, nous avons évoqué l'hommage qui t'honore aujourd'hui. Quelle fierté! Le jeune Christian se bout en train, jovial, toujours de bonne humeur, la guitare en mabouillère, la joie de vivre en insouciance. Cela est un grand moment de souvenir du Christian Gaston. Tout le monde te félicite et te souhaite un bon rétablissement. Les études, la priorité pour tous les jeunes gens d'après-guerre, c'était le travail. Donc, comme de la tradition l'oblige chez les Possilos, il dut passer tous les concours de notre mère nourricière, la fonction publique. Il fut reçu au PTT, notre mère patrie, et ensuite à l'école normale d'instituteur. Il fit ce choix à cette occasion. Il fit la connaissance de Marcel Maillot, qui devient un éminent chercheur en sciences naturelles, et leur amitié a permis à Christian de prendre confiance en lui. Leur voie se sépare ensuite, et Christian choisit l'éducation physique, direction le club de Talence. Encore une rencontre qui va bousculer sa vie, la rencontre avec Jean-Pierre Messaguet. Avec ses encouragements, il prépare le concours pour intégrer l'INSEP. Malgré tous les colibés, ricanements de certains professeurs et contre toute attente, il sort major de sa promotion. 3 ans durant, une première victoire. Ensuite, quelques temps au lycée Henri IV, puis il put s'exprimer en tant qu'enseignant-chercheur dans cette faculté. Cela a été l'aboutissement d'une vie intense de travail acharné, avide de connaissances et de savoir, toujours à la recherche de la perfection. Pour terminer, le plouc à l'accent garçon communément nommé a bien réussi et en gros ses détracteurs à 10 mètres, parce qu'à l'époque, bien sûr, il avait quelques détracteurs dans une certaine classe intellectuelle. Donc voilà, pour terminer. Ensuite, je voulais un petit message personnel. Pour la première fois de ma vie, je me trouve premier sur un banc de classe. En général, c'était toujours près de la fenêtre et du radiateur. Merci Gérard. Maintenant, parole à ses collègues et amis. Je commencerai par le professeur Georges Ligan. Alors, chers amis, je peux dire que c'est une émotion pour moi de me trouver devant vous, ce serait une litote. C'est plus que ça. Alors, c'est plus que ça pour une double raison. D'une part, parce que mes relations avec Christian, qui datent évidemment depuis très longtemps, sont des relations d'amitié, mais c'est une amitié toute particulière qui est quasi fraternelle. Et nous avons fonctionné vraiment, dans certains cas, quasiment en tandem, avec une sorte d'affection réciproque. Et ça fait partie de mon émotion ce matin, bien entendu. La deuxième chose que je veux dire, vous allez vous en rendre compte évidemment dans mon propos, la deuxième chose que je veux dire, c'est que j'ai une immense estime pour ce qu'il a fait. Une immense estime. Pour 1000 raisons, à la fois parce qu'il s'est confronté à des questions qui sont des questions pratiques, mais aussi parce qu'il s'est confronté à des questions théoriques, et il les a largement surmontées. Il les a même surmontées à un point tel, me semble-t-il, que c'est pas toujours aussi mesuré l'originalité avec laquelle il a traité aussi bien des questions de sociologie que, je le dirai tout à l'heure, des questions d'épistémologie. Alors, comment je m'y prends pour vous parler de Christian? Ben, je vais le faire en 3 temps. Je vais le faire d'abord en parlant de l'expérience de l'ENSEP, cette école qui a été créée en 1946
et dans laquelle nous sommes retrouvés élèves, lui et moi, lui entrant en 59 et moi en 60. Mais je vous dis ça, je ne vous dis pas ça pour parler de moi, je vous dis ça pour parler de lui. La deuxième période, c'est 27 nouvelles, celle des années 70, 71, qui est une originalité qui, là encore, me semble-t-il, n'a pas toujours été mesurée. Et la troisième période, c'est celle vraiment de la création avec ces grands livres. Il y a au moins trois grands secteurs qui me paraissent dominer l'ensemble, et évidemment, j'en dirai un mot. Alors, revenons à cette école, l'ENSEP. Il entre en 59, ça a été dit, il entre major. Alors, c'était une école particulière parce que les stages n'existaient pas, il n'y avait pas d'université, il y avait au contraire cette institution qui dominait l'ensemble. On y rentrait avec une sélection parfois assez sévère, un peu curieuse, faisant part à la pratique, faisant part à la théorie, etc. Il était entré major, et donc, comme cette école était particulière, effectivement, la place de major était vraiment une manière de grandir la personne qui est rentrée sous cette forme-là, et d'autres le savent, dont Alain Hébrard qui est ici. Alors, pour nous, moi je venais juste après, pour nous, indiscutablement, la personnalité était impressionnante. Elle était impressionnante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait, il s'était magnifiquement adapté à des techniques qu'il ne connaissait pas. Je prends un exemple qui me surprenait. Je prends l'exemple du saut à la perche. Il n'avait pas tellement de formation préalable. Or, si mes souvenirs sont bons, il est parvenu à sauter quasiment près de 4 mètres. À un moment donné, le record de France, c'est le record de Sillon, était à 4 mètres 36. Vous voyez. Donc, ça, moi, je ne vous cache pas, ça me surprenait et en même temps, ça me séduisait. Il avait en plus l'attitude de leader, contrairement à ce qu'il pensait. C'est marrant parce que dans le livre Faire trace, il vous dit, oui, les profs de l'ENSEP considéraient que j'étais un major d'opérette, etc. C'était absolument faux. Ça, c'était une perception intime de lui et très intéressante parce que je pense que c'est ça qui lui poussait, le sentiment de la reconnaissance insuffisante alors qu'il valait beaucoup plus. C'est absolument faux. Il dominait totalement sa promotion, il avait une certitude, il avait une façon finalement de s'imposer qui était totalement indiscutable. Premier point. Deuxième point, concernant l'expérience que j'ai vécue à l'ENSEP, je le dis avec le sourire parce que figurez-vous qu'il n'y avait qu'un seul téléphone et que on appelait ça les étudiants, il n'y avait qu'un téléphone à disposition. Et donc, quand quelqu'un vous appelait, il vous appelait sur le seul téléphone concernant l'ensemble de l'ENSEP. Or, il se trouve qu'il était particulièrement souvent appelé. Et lorsqu'il était appelé, la personne responsable sortait et criait « Possiez au téléphone ». Moi, j'avais la chambre au-dessus. Je me disais « C'est pas possible. Cet homme-là, non seulement il a un pouvoir fou, mais en plus il a une séduction incroyable. Parce qu'il séduit tout le monde. C'est pas possible. » Ça, c'est le deuxième exemple que je voudrais donner. Troisième exemple, et après, j'essaierai de tracer rapidement un petit peu le milieu. Troisième exemple, il rentre major, d'accord, mais il sort major. Il sort major de l'ENSEP. Et à ce moment-là, vous l'avez dit, je ne sais plus, je crois que c'est Christopher Aubin qui le dit, il le sort avec la meilleure note. Et à ce moment-là, des rumeurs circulent. Et ces rumeurs, c'était, oh, non seulement et il a réussi magnifiquement, mais en plus, il a fait ça de façon subtile, intelligente. Il parlait de diriger sa leçon avec une guitare. Alors ici encore, je le questionnais, mais c'est absolument faux. Mais ce qui est intéressant, c'est la rumeur. Vous voyez, l'image qu'il a pu donner comme ça, à la fois de force, de subtilité, de poésie, etc. Alors, je ne voudrais pas quitter l'ENSEP ancienne sans vous dire à quel point c'est complètement oublié. C'était un lieu évidemment enthousiaste, c'était un lieu dans une certaine mesure de sélection, mais c'était un lieu intellectuellement pauvre. La sociologie du sport n'existait pas, la psychologie du sport n'existait pas. Nous avions des enseignements de briques et de profs. Seulement, il y avait quand même un très bon prof en psychopédagogie qui était Michel Bernard, qui nous a quand même familiarisés avec des textes, etc. Mais qu'est-ce qui se faisait à cette époque-là? C'est pour ça que, vous voyez, je fais une parenthèse, c'est pour ça que ce qu'il a fait est assez fondamental. Si vous prenez ce qui se faisait avant, qu'est-ce qui se faisait à ce moment-là? On transposait. C'est-à-dire que, par exemple, l'aliénation, je cite intérieurement un auteur, mais je ne le dirai pas. Par exemple, l'aliénation, c'est évidemment assez central dans l'idéologie marxiste de l'époque. Ah, mais appliquons l'aliénation au sport. Oui, c'est une recherche. Ça l'applique. De même, les psychologues, je pense à Lagache. Lagache, c'est une sorte de conduite.
Vous voyez bien, moi, la relation de conduite-motrice, c'est une dure et simple transposition. Je suis maintenant, en quelques secondes, j'abandonne la HSC, et je passe à la deuxième grande période, qui est celle de l'ANSES nouvelle. Transition. Nous attendions tous, dans cette ancienne ANSES, que se passe enfin de la recherche. Et des gens comme Michel Bernard y poussaient. L'ANSES avait inventé une quatrième année qui était théoriquement une année de recherche, mais qui débouchait sur aucune ouverture réelle. Donc, nous étions terriblement frustrés. Parce que certains d'entre nous avons déjà dans les facs, nous lisions les textes de sciences humaines et de sciences sociales, nous avions pu voir que des recherches s'effectuaient dans ce secteur-là. Parenthèse, c'est seulement en 59 que la licence de psycho s'est créée, et en 60, la licence de sociaux. Donc, et à ce moment-là, on voyait des recherches. C'est pas possible que dans le secteur, ça ne se passe pas. Or, voilà, ma deuxième partie, brusquement, l'ANSES nouvelle donne la possibilité, effectivement, de pratiquer de la recherche. Alors, je rentre pas dans les détails. En gros, vous les connaissez, c'était des sections plus restreintes, qui ne s'adressaient qu'à des gens qui étaient déjà enseignants. C'était tout un sorte d'arrangement, en fait, avec le ministère qui ne souhaitait pas maintenir les écoles normales telles qu'elles existaient. Mais je reviens, c'était une des recherches. Et à ce moment-là, il y a eu, c'est vrai, il y a eu une sorte de folle effervescence pendant une dizaine d'années où les étudiants qui rentraient par promotion de 10 sur des champs différents, histoire, sciences humaines, je me rappelle, on avait dirigé avec Alain Lébrard la section sciences humaines, il y avait également une section administration, il y avait une section art, etc. Et les étudiants n'étaient pas très nombreux, mais ils avaient la possibilité de faire un mémoire et donc de se lancer dans quelque chose qui était dans l'expérimentation. Je ne vous cache pas, je considère que ces années 70, de ce point de vue, sont absolument décisives. Et je vois ici des gens qui ont participé à ce genre d'aventure, Bernard Michon et quelques autres. Elles sont, Biage, etc., Jean-Paul Clément, elles sont décisives. Parce que c'est là qu'un certain nombre de terrains ont été vraiment affrontés et expérimentés. Je pense à Jean-Paul, test superbe qui distingue, par exemple, le tai chi, le judo et la lutte. Et qui dit oui, et ça correspond en gros à des sensibilités sociales. Les lutteurs, ils sont plutôt d'origine, disons, rurale ou en tout cas ouvrière. Le judo, c'est plutôt les classes moyennes, le tai chi, etc. Et ça, c'est absolument fondamental pour nous faire rentrer dans le secteur, même si dans une certaine mesure, ça peut aussi révéler des choses dites de manière peut-être un peu trop aventureuse, mais c'est absolument ça. Et on oublie, vraiment, je vous assure, on oublie à quel point cette ANSES nouvelle a été un lieu de renouvellement et d'approfondissement. Et moi, je regrette, je ne cache pas, je regrette qu'il n'y ait pas de recherche là-dessus. Faudrait relever ce qui a été fait, vous voyez, et énormément de choses ont été faites. Alors, pour prendre l'exemple de Christian, il est montré dans une section histoire, il a largement dominé, je ne cache pas, hein, il a largement dominé le milieu des historiens, et l'année suivante, il s'est retrouvé prof à l'ANSEP, évidemment. Et c'est là qu'il a pu conduire à nouveau un certain nombre de recherches dans le secteur de la sociologie, mais auparavant, dans le secteur de l'histoire. Et ce qu'avait fait cette section d'histoire, c'est assez remarquable. Parce que historiquement, je dirais historiographiquement, dans ce secteur, il n'y avait absolument rien. Quelques textes qui étaient des textes d'amalgame, comme ça, c'est même pas d'érudition. Donc, ça a été complètement renouvelé. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, mais j'ajoute quand même que cette nouvelle, elle est intéressante pour d'autres raisons. C'est que, comme de la recherche a pu être initiée, eh bien, il y a eu des relations qui sont installées avec des chercheurs ailleurs, des relations avec Bourdieu, Bourdieu est venu à l'ANSEP, des relations avec Foucault, qui est venu également à l'ANSEP, des relations avec des psychologues, etc. Les psychologues, je me souviens de Saint-Cloud, Yves Guyot. Vous voyez, il y a eu vraiment un engagement dans le dispositif universitaire et dans le dispositif de la recherche. Et là, évidemment, je le répète et j'insiste, Christian a joué un rôle très important, c'est pas le seul. Jacques de France aussi, qui travaillait lui à l'extérieur, dans le cas du CNRS, qui venait avec nous. Donc, je regrette, je vous le dis très simplement, je regrette qu'un travail ne soit pas fait qui permette d'évaluer
ce qui, au fond, s'était produit dans ces 10 ans de l'INSEP Nouvelle, avec des travaux qui, bien entendu, c'est pas les prix Nobel, mais qui renouvelaient indiscutablement le champ, et très profondément. Alors, j'en viens maintenant à ma troisième partie. Ma troisième partie, c'est que, finalement, à partir de là, lorsque le président est rentré dans les STAPS, lorsque tout le dispositif de l'INSEP Nouvelle et de l'INSEP ancienne a été balayé, et heureusement, par la création des universités dans les années 80, on ne peut que s'en féliciter, bien entendu, parce que ça permet des thèses, ça permet des maîtrises, etc. Et là, vraiment, Christian, je trouve, a joué un rôle fondamental. Il a joué un rôle fondamental, à mon avis, avec 3 types. On le voit toujours sur le rôle de la sociologie, c'est vrai. Mais c'est pas seulement. Il y a 3 types de travaux qui sont absolument majeurs dans la manière dont Christian a conduit ses recherches et je dirais parallèlement sa carrière. Il y a 3 types de travaux. Évidemment, il y a les travaux de sociologie. C'est lui, ne l'oublions jamais, qui a quand même inventé l'espace export. C'est lui qui s'est posé des questions sur en quoi le corps de chacun est confronté jusque dans ses fibres pour faire des pratiques qui correspondent à son groupe social ou à ses appartenances culturelles. C'est totalement nouveau, ça. Vous voyez, ça renvoie à des choses auxquelles Jean-Paul Clément avait touché lorsque je vous parlais des sports de combat. C'est totalement nouveau. C'est magnifique, votre travail. Parce que ça vous crée comme ça une sorte de panel qui vous permet de comprendre. Là encore, on peut discuter, mais ça vous permet de comprendre qui fait quoi et pourquoi. Et le pourquoi vous fait rentrer dans la chair de chacun. C'est absolument fondamental. C'est une révolution dans la manière d'envisager les pratiques. Donc, ça, premier type de recherche, et je trouve que c'est fondamentalement méritoire. Deuxième type de recherche, c'est pas seulement la sociologie. Les cultures sportives, c'est son autre livre, c'est de l'anthropologie et c'est du travail culturel. C'est pas seulement en quoi telle pratique correspond à tel mode social, c'est en quoi telle pratique correspond à une façon de sentir, à une façon d'exister. En quoi, par exemple, là, il y a le travail sur le rugby, qui est magnifique, en quoi les avants ont un certain type de références culturelles qui ne sont pas, qui n'est pas le type de références culturelles que peuvent avoir les arrières. Même si aujourd'hui, le rugby fonctionne sans doute autrement qu'il a fonctionné il y a 20 ou 30 ans. C'est fondamental. C'est-à-dire que vous avez à la fois, quand vous vous confrontez aux pratiques, vous avez à la fois un problème social et vous avez un problème culturel. Il y a une manière d'éprouver le corps qui renvoie à la sensibilité, à la culture. Et ça se retrouve dans les pratiques et ça se retrouve aussi dans le monde. Dans la façon de manger, dans la façon de se tenir, sans doute dans la façon de marcher et même dans la façon de regarder tout à l'heure l'obstacle comme j'ai pu le faire. Voilà. Je n'ai pas fini. Parce qu'il y a un troisième type de travail qui est souvent oublié et qui est tout aussi riche. C'est un travail de type épistémologique. Lorsque Christian, je termine là-dessus, lorsque Christian se lance dans une comparaison des chartes entre Demny et Jules Marais, il montre la place totalement oubliée et pourtant extrêmement importante que peut avoir le praticien théoricien. La place de Demny. Je vous ferai une parenthèse. Je pense que Christian se sentait, dans une certaine mesure, Demny. Et c'est le premier à montrer à quel point Demny est original. Et ça casse complètement la vision idéologique des histoires naturelles de Weber, des histoires de je ne sais qui, etc. Ça casse complètement. Ça crée un nouveau type de réflexion sur la démarche scientifico-technique, sur ceux qui la portent et sur ceux qui, dans une certaine mesure, parfois, dépassent le théoricien lui-même. Donc, je terminerai là-dessus. Vous avez compris à quel point, je me résume, mon amitié à l'égard de Christian est totalement fraternelle et à quel point mon estime à son égard est immense. Dans la même veine, je vais céder la parole au professeur Jacques de France, qui a travaillé avec Christian Bouchillot au Centre de recherche sur les cultures sportives et bien au-delà. Il y a l'école de sourds. Bien, je vais enchaîner après ce que vient d'être dit. Moi, j'avais simplement parlé de Christian Cotiello à Orsay. Donc, en fait,
Euh, je peux témoigner de Christian Botelho, mais en fait, je le connaissais avant d'arriver à Orsay en 1988. Je le connaissais depuis les années 70, notamment autour des groupes de l'ENSEF, et notamment des différents enseignants, chercheurs, qui avaient commencé à faire des travaux en histoire du sport et en sociologie du sport. Alors, Christian est recruté à Orsay en 1983 et il fait partie de la première fournée d'enseignants d'éducation physique admis comme maître de conférence dans le corps universitaire. Il arrive à Orsay à une époque où la présidence de l'université est tenue par des enseignants communistes. Alors, il y avait à la fois un président, Jacques Robert, avec lequel il y avait beaucoup de difficultés, mais il y a aussi un vice-président qui s'appelait Didier Dacuna-Castel, un Bordelais, normalien, mathématicien, qui en fait était lié avec Bourdieu dans les années 80, notamment Dacuna-Castel a été dans la commission Bourdieu-Gros en 1988, qui avait réfléchi sur la façon dont on structure l'enseignement, notamment aussi l'enseignement supérieur. Quand il arrive à Orsay, au fond, rien n'existe au plan universitaire, et donc il doit à la fois installer l'enseignement et la recherche à Orsay. Alors, quand il arrive, en fait, Christian est un enseignant doté d'un capital scientifique assez considérable. Il a à la fois signé des travaux en histoire des sciences et en sociologie des sports, d'un côté sous la houlette de Canguilhem, de l'autre côté sous la houlette de Pierre Bourdieu. Et bon, je pense que les deux publications, j'en tiens pas trois, j'en tiens deux, les deux publications essentielles de Christian, c'est à la fois son travail sur la collaboration entre Marais et Lenny, donc un travail d'histoire des sciences, et puis de sa modélisation de l'espace des sports, qu'il va développer dans le courant à la fin des années 70, début 80. Au début, quand il arrive à Orsay, il n'existe en fait qu'une sorte de filière enseignement qui mène au CAPES. C'est la suite des EREPS. Et donc, dès le début, Christian pense à organiser, à former les étudiants à l'activité de recherche. Et par exemple, il met l'accent très tôt, dans les années 80, sur la rédaction de petites notes de recherche en année de licence et en année de maîtrise, à une époque où les effectifs étudiants n'étaient pas aussi nombreux que maintenant, avant la massification. Quand il arrive, il est maître de conférence, mais il passe une habilitation à diriger des recherches dans le jury de laquelle il y avait Garello et Pierre Bourdieu en 86, et il devient professeur de l'université. Alors, le contexte dans lequel il souhaite fonder de la recherche en STAPS, donc c'est un contexte du début des années 80, enfin des années 80, où dans lesquels se développent les nouvelles pratiques sportives, notamment dans la marche, dans l'escalade, dans la planche à voile, dans le ski. Ce qui intéresse Christian, c'est le fait que ces formes de sport ne sont à la fois ni scolaires, ni fédérales. Et il y a véritablement quelque chose qui attire Christian dans le fait que ce soit des pratiques, qu'on appelle à l'époque des pratiques libres, qui ont à s'organiser elles-mêmes. Et donc l'idée, c'est bien de consacrer des enquêtes, des recherches, pour arriver à comprendre comment se développent ces activités qui sont tout à fait nouvelles en courant des années 80 et qui méritent des années sociologiques. Alors, il obtient très vite l'habilitation d'un DEA dont le titre vaut la peine d'être relevé, puisque le titre, ce DEA, c'est un DEA de prospective des pratiques, des consommations et des espaces sportifs. Donc, c'est bien un programme de recherche qui est tourné vers les nouvelles activités physiques qui se développent à l'époque et qui peuvent donner l'occasion à de multiples enquêtes tout à fait nouvelles.
Alors, quand Christian arrive à Orsay, ça c'est une chose moi, que j'ai vue, mais dont je ne connaissais pas le contenu, c'est que Christian arrive avec tout un ensemble de relations déjà établies, et notamment des relations qu'il a établies, comme le disait Georges, des relations qu'il a établies à l'ENSEP à la fin des années 70, au début des années 80, et qui fait que, alors qu'à Orsay, bon, moi j'arrive en 88, en fait nous sommes deux enseignants-chercheurs et il n'y a personne d'autre. Il va y avoir un enseignant un maître de conf en didactique ensuite, mais donc on est très peu. En fait, Christian amène un deuxième cercle de relations qui vont intervenir pour encadrer le débat et parfois pour encadrer les thèses. C'est une sorte de groupe dans lequel on trouve Bernard Ramanontsou, qui enseigne à HEC, Antoine Aumont, qui enseigne à Paris 7 et à l'École des Ponts du Chaussée sur la sociologie urbaine, Marc Guillaume, qui est un économiste, Jean-Pierre Augustin, très important, qui est un géographe, mais qui étudie les relations internationales et qui a été vraiment un compagnon de route pendant longtemps pour les formations DEA. On va le voir après, mais pas uniquement Orsay. Le DEA va avoir une aire géographique plus grande. Vladimir Ondrev, économiste. Olivier Donat, qui venait du ministère de la Culture et qui a aussi entretenu des relations régulières. Et puis deux géographes qui étaient à l'université de Besançon, Mathieu et Pêcheux. Bref, j'en oublie, hein, il y a d'autres personnes qui... Et puis, il y a des gens qui venaient de l'INSEP. Alors, il y a Pascal Duret, qui a été important, qui est devenu de conf et prof. Et puis, bien sûr, qui sont ici, Bernard Michon et Jean-Paul Clément, connus aussi à l'ENSEP, et qui sont devenus parallèlement à la carrière de Christian, maître de conférences et professeur d'université. Et puis d'autres, notamment ceux que Christian a connus à l'INSEP, mais qui sont restés à l'INSEP ensuite, Paul Herlinger, Catherine Nouveau, Patrick Mignon ensuite, etc. Enfin, bon, bref. Donc, on constitue un labo qui était très petit, mais grâce à tout un cercle de relations, on arrivait en fait à couvrir une assez grande surface scientifique. Et puis, il y a eu des thésards qui ont été formés ici à Orsay, à l'époque de Cielo, et qui ont rejoint le centre de recherche sur la culture sportive, comme Olivier Boisbian, Vérone Chevalier, Jean Corneloup, etc. Alors, à l'époque, notamment en 88, le recrutement des étudiants à l'université était un recrutement sélectif. Les études en stage, c'était sélectif. Donc, je me souviens ici à Orsay, moi, je m'en occupais pas parce que j'étais pas prof d'éducation physique, mais il y avait un concours d'entrée. Et puis, les profs qui avaient chacun leur spécialité faisaient une petite manip pour être sûr d'avoir une équipe de handball complète, etc. Bon. Et finalement, il y avait une centaine d'étudiants qui étaient sélectionnés pour entrer en première année. Donc, en fait, on avait quand même des effectifs qui étaient relativement faibles. Et il est évident qu'au moment où on crée un DEA, il est évident qu'on n'a pas assez d'étudiants à Orsay pour faire vivre une filière comme celle-là. Et donc, en fait, sont créés dans le courant à la fin des années 80, dans le courant des années 80, des débats interuniversitaires. Et donc, celui qui a fonctionné en premier, c'est le débat Grand Est, dans lequel était associé Strasbourg, avec Bernard Michon, etc., Nancy, Besançon et l'INSEP. Et donc, on avait un petit pool d'étudiants, notamment quand on avait des semaines d'enseignement à Orsay, il y avait des étudiants, il y avait un étudiant qui venait en camping-car, et il y avait plusieurs étudiants qui dormaient dans le camping-car parce qu'on groupait les cours. Évidemment, comme il y avait des gens qui venaient de Strasbourg, on n'allait pas faire un cours tous les mardis soirs. On faisait des semaines bloquées de cours.
Donc, on avait comme ça des étudiants qui campaient, je pense qu'ils étaient sur le campus de Strasbourg ou de Besançon, ça devait être un petit peu le même folklore. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu un peu plus tard une formule DA Grand Ouest. On a été associé à Rouen, Rennes, Nantes et toujours l'INSEP. Alors, le DEA a été rattaché à l'école doctorale, mais je ne me souviens pas bien comment on était rattaché à l'école doctorale. Enfin, le DEA plus, ensuite, et en 1988, moi, quand je suis arrivé, j'étais que maître de conférence, mais Christian m'a très vite sollicité pour que j'encadre les thésards et pour que j'anime un séminaire de thésards. Donc, ce séminaire a été créé sur la proposition d'Olivier Wabian, qui était en thèse à l'époque. Et comme la majorité des étudiants étaient des profs d'éducation physique enseignant dans les bahuts, eh bien, le séminaire avait lieu le mercredi soir, qui était le jour favorable pour pouvoir travailler un peu avant le séminaire. Et on a fait tourner comme ça pendant pas mal d'années un séminaire de thésards en associant donc notamment Olivier Wabian et d'autres. Et donc des thèses ont commencé à être soutenues. Donc, il y a la thèse de Didier Guéret qu'on a mentionnée tout à l'heure et qui vient nettement avant les autres, en 92. Et ensuite, à partir de 95, la thèse de Yves Travaillot sur le développement des gymnastiques, la thèse de Nadine Noé sur les politiques municipales de sport. On avait des étudiants étrangers. Donc, Vania Baroni, qui était brésilienne et qui a fait une thèse sur le sport dans la publicité au Brésil. Jean-Christophe Salle, qui avait fait sa thèse sur les questions de marketing du sport sous la direction de Raman Mansou. Philippe Tichy, qui avait fait une thèse sur le développement du sport dans 4 communes industrielles ouvrières du Nord et qui avait été prof d'éducation physique parce qu'il habite dans le Jura et qu'il ne pouvait pas quitter son milieu naturel d'habitat. Olivier Wabian qui a soutenu sa thèse en 97. Un étudiant coréen, Lim Jae-go, qui étudiait la pratique des activités physiques en ville, les pratiques de citadins à Séoul et à Paris, et avec lequel moi j'ai entretenu ensuite des relations et qui m'a invité 2 fois en Corée du Sud pour faire des conférences. Ahmed Tieng, un Sénégalais qui a fait sa thèse sur les Navétanes au Sénégal, mais qui avait d'abord fait un débat sur la constitution d'espaces des sports au Sénégal. Et Nicolas Bancel, qui est devenu un collaborateur ensuite, qui a fait sa thèse en histoire des moments de jeunesse en Afrique occidentale française, etc. Donc, bien que nous ayons formé des étudiants étrangers, donc une Brésilienne, un Coréen, un Sénégalais, en fait, notre rayonnement international a été quasiment nul, il faut le dire, et ça a tenu beaucoup au fait qu'on a publié en français, on a quelquefois fait traduire des articles en anglais, mais au fond, ça n'a pas été suffisant. Moi, j'ai été, pendant les années 90, 5 fois au congrès de la Société nord-américaine de sociologie du sport. Ça n'a pas vraiment servi. On avait des relations suivies aussi avec Jean Harvey au Canada. Bon, mais on n'est pas parvenu à... sauf j'avais une diapo, sauf en 1996, nous sommes invités avec Christian au Japon, à l'université de Kyoto. C'était une université japonaise réputée pacifiste. Et en prévision de la Coupe du monde de football 2002, co-organisée par le Japon et la Corée, ces Japonais anticipaient, vous voulez, la rencontre et de se retrouver en vis-à-vis avec des Coréens, qui sont des ennemis historiques. Et donc, ils avaient organisé cette conférence, et pour ne pas se retrouver uniquement en face des responsables du sport coréen qu'on a vu à la conférence, c'était des colonels qui étaient responsables du sport militaire en Corée. Donc, la discussion était quand même assez limitée, quoi. Ils avaient une idée d'inviter des chercheurs de différents pays.
Et donc, il y avait deux Américains, deux Canadiens, deux Anglais, deux Français. Et les deux Français, c'était Christian et moi. Alors là, je veux dire que ça a été un voyage à l'étranger assez folklorique. Christian étant très, très intimidé de partir dans des pays aussi lointains, se sentant très, très mal, etc. Bon. Et puis, il a communiqué en français avec une traductrice qui était écroulée de rire quand il fallait traduire le vocabulaire, le langage de Christian, qui est un langage très fleuri, très imagé, etc. Bon, ça semblait un problème impossible de faire une traduction. J'ai une photo du Congrès où on voit tout le monde en train de rigoler, etc. Donc ça, c'est disons, la seule incursion véritable, peut-être moi ensuite avec le coréen, mais autrement, c'est les seules incursions véritables dans la sphère étrangère. Le reste, au fond, c'était vraiment des travaux en sociologie et en histoire du sport, à Orsay, en français, etc. Alors, la recherche, après avoir parlé de l'enseignement et du débat, la recherche, elle dépend évidemment du contexte que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire du contexte du développement des loisirs sportifs, des nouvelles pratiques, etc. Donc, comme ces nouvelles pratiques elles étaient nouvelles, devaient trouver des formes d'organisation, étaient en train de fonder des nouveaux types de compétitions, des nouveaux types de manifestations, et même des nouvelles formes d'organisation pour la pratique, on a ressenti l'intérêt d'ouvrir une filière de management du sport, une filière qui s'occupe des questions d'organisation. Alors, les ressources à Orsay, bon, elles étaient limitées, mais il y avait le deuxième cercle, avec des gens comme Ramanantsoa, etc. Et à l'intérieur d'Orsay, il y a un collègue qui était second degré, et avec lequel j'ai pas mal travaillé, c'est Bernard Coran, qui a, disons, travaillé à créer la filière management, donc d'abord une licence. Bernard Coran, c'était un prof d'éducation physique, mais il était membre fondateur de Nouvelles Frontières, et donc intéressé par les nouvelles formes de tourisme et de tourisme sportif. Et donc, avec Coran, on a contribué, disons, au montage de la filière, en démarrant par une licence, puis ensuite avec une maîtrise. Au moment où on a fondé cette filière, cette filière a bien fonctionné. On a trouvé un recrutement. Du coup, la filière management commençant à bien recruter, on a commencé à avoir des problèmes avec les gens qui étaient responsables de la filière enseignement, et notamment avec les collègues du syndicat d'éducation physique. On a été un peu vendus à l'économie capitaliste. Bon, bref. Ça a entretenu l'ambiance. Et alors, toujours dans le montage de cette filière donc, a commencé à tourner, mais au fond, le centre de recherche sur la culture sportive, qui était le laboratoire qu'on a fondé, ce laboratoire est resté petit pendant toutes les années 90 où j'étais là. En fait, on était conscient de la faible dimension du laboratoire. Ce laboratoire comprenait en fait 4 personnes permanentes au début, Gérard Ballet, Bernard Coran, Cossiello et moi. Et ensuite est arrivé Dominique Charrier, qui nous a amené des relations avec le ministère des Sports et aussi des relations avec une municipalité de la région parisienne. Et puis, dans le courant des relations des années 90, est arrivé Daniel Denis, qui a permis un renouvellement des thématiques de recherche, notamment autour des pédagogies d'aventure. Et puis, il y a Nicolas Bancel, qui avait soutenu sa thèse, qui s'est joint au groupe, et donc tout un ensemble d'études sur les mouvements de jeunesse, l'époque coloniale où il y a l'exploration du monde, etc. Et là, il y a eu tout un ensemble de thèmes sur lesquels Christian a véritablement s'est engagé. Et bon, Christian, avec Daniel Denis, ils ont fait tourner là un nouvel ensemble autour des pédagogies d'aventure et de la conquête du monde.
Alors, bon, l'ensemble des travaux de recherche menés par Christian ici au stade d'Orsay, sur cet ensemble de travaux, plein de nombres, à la fois de Pierre Bourdieu et de Georges Canguilhem, mais pour ma part, je m'attache plutôt à l'ombre de Pierre Bourdieu. Donc en fait, à Orsay, on a fait, et Christian aussi, une sociologie du sport qui était d'inspiration bourdieusienne. On entretenait des relations suivies avec Bernard Michon à Strasbourg, Jean-Paul Clément, qui a été à plusieurs endroits, mais ensuite à Toulouse, qui étaient des gens qui avaient été formés sous l'égide de Pierre Bourdieu. Puis ensuite, on a été aussi en relation de nouveau, on a été tout le temps en relation avec Catherine Nouveau, qui était à l'INSEP et qui ensuite a été à Rouen avec Anne-Marie Vazer, qui elle aussi avait fait sa thèse avec Monique de Saint-Martin, une collaboratrice proche de Pierre Bourdieu. Et donc, il y avait des relations entre tous ces chercheurs et notamment tous ces chercheurs qui faisaient une sociologie d'inspiration proche des travaux de Bourdieu. Par contre, les relations étaient un peu plus difficiles avec les Nantais pendant une période, pendant les années 80, notamment avec Chilo et Flore. Malgré tout, les relations entre Orsay, Strasbourg, Nantes, et puis aussi l'UFR Stade de Lyon, où il y a Pierre Arnaud qui fait sa carrière d'enseignant-chercheur, ces relations étaient vraiment intenses pendant toutes les années 90, et on a eu l'occasion de dire, tous les uns et les autres, de piloter des thèses. Et c'est là où, ce que Georges évoquait tout à l'heure, c'est là où une certaine accumulation scientifique s'est produite. Des travaux en histoire et en sociologie du sport ont commencé à poser des bases, aborder un certain nombre de secteurs dans lesquels les connaissances ont avancé, etc. Alors, au cours des années 80, et en fait, plutôt que ce dont je me souvenais personnellement, Christian a commencé à concevoir le site d'aventure sportive, informé par toutes les recherches qui étaient faites sur les nouvelles pratiques. Donc l'idée d'un site sur lequel on aurait pu au fond s'entraîner tout en étant dans un espace urbain, on aurait pu s'entraîner à des activités sportives, des nouvelles activités sportives, des activités de glisse, des activités de vol, des activités de grimpe, etc. Voilà. Et donc, il s'est beaucoup consacré à ceci, à la conception de ce site d'aventure sportive. Alors, personnellement, je suis resté à part de ça. C'est-à-dire, c'est avec Bernard, avec Gérard Ballet, et surtout, qu'il a travaillé. Donc, le site d'aventure sportive l'a occupé pendant de nombreuses années. À la fois, il y a eu des travaux de recherche, il y a eu des contrats pour concevoir l'architecture du site. Bon, il a fait partie, disons, de projets qui ont failli se réaliser. Je sais qu'à une époque, il y avait un tour de table qui était complet. Il y avait déjà les financeurs, etc. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Je ne sais plus très bien pourquoi. Moi, je connais ça de loin. Et donc, à côté de ce thème, le site d'aventure sportive, il s'est lancé dans la prospective. Donc, la prospective, c'était pas seulement faire une histoire sociale de l'évolution des pratiques sportives qui évoluaient beaucoup, qui changeaient beaucoup dans les années 80 et 90, mais c'était essayer de prévoir ce que ça va devenir à une échéance de 10 ans, de 20 ans. Bon, et donc, à ce moment-là, il a conçu un certain nombre de textes sur la prospective. Moi, je me souviens d'un livre qu'on a notamment publié avec Jean-Paul Clément ici et Christian, qui s'appelait Sport et pouvoir au XXe siècle, et dans lequel, en fait, Christian a fait un texte qui est complètement à part. C'est-à-dire, Jean-Paul Clément et moi, nous faisons tous les deux une sorte de socio-histoire avec plusieurs thèmes, et puis à la fin, il y a un chapitre qui est sur la prospective, écrit par Christian et qui est complètement différent du reste. Donc,
la prospective, l'aventure, et puis, je dois dire aussi, il a retrouvé, à l'époque où il a travaillé sur les pédagogies de l'aventure avec Daniel Denis, il a retrouvé des dimensions pédagogiques. En fait, il a retrouvé cette espèce de fibre pédagogue qu'a Christian, qui a été capable, sur de nombreuses activités sportives, à la fois de concevoir, de rédiger des recherches et en même temps de pratiquer lui-même, d'essayer de pratiquer lui-même. Et au fond, il avait une aptitude, une capacité à expliquer aux étudiants tout un ensemble de questions du sport dans la société, d'un sport particulier dans la société, en, en ayant à l'esprit toutes les traductions pratiques des considérations qu'il développait et en montrant, en expliquant aux étudiants comment se traduisaient les analyses, se traduisaient de manière pratique les analyses qu'il développait. Bon, voilà. Donc, c'est un chapitre sur le site d'aventure sportive et la suite dans les années 2000. Bon, c'est un chapitre que je n'ai pu voir que de loin, parce que moi, en 98, je suis devenu professeur à Nanterre. Donc, j'ai conservé des relations avec Orsay et avec Christian parce que nous avions un débat commun et puis nous avons aussi une école doctorale commune. Donc, je suis venu à Orsay dans les années 2000, notamment pour l'école doctorale, mais j'avais pris des distances. Voilà. Donc, au total, je crois qu'il faut voir que vis-à-vis de la faculté d'Orsay, Christian Posiello remplit véritablement un rôle fondateur, à la fois fondateur de la recherche en STAPS et de la formation des enseignants. Un véritable chercheur, un véritable sociologue et un véritable pédagogue. Je dois dire que pour moi, ça a été une très grande chance. Moi, je ne vous raconte pas ma vie, mais j'avais soutenu ma thèse en 78. J'ai été sans poste pendant 10 ans. Donc, j'ai été chercheur vacataire, etc. J'ai tourné pendant 10 ans et j'ai été recruté à Orsay par Christian. Et là, j'ai trouvé la possibilité de faire des travaux de sociologie et d'histoire du sport dans des conditions normales, avec en pouvant dialoguer avec des gens compétents. C'est une équipe qui était très petite, mais qui était très dynamique. Et je dois dire que bon, voilà, c'est très bien qu'il y ait une trace de Christian dans les bâtiments de d'Orsay. Voilà. Voilà. Merci Jacques, merci Georges pour ces beaux témoignages. Il ne faut pas lui parler de Christian. Nous allons malheureusement occulter certains points de notre programme. Donc, les témoignages des deux étudiants de Dieter et de Denis, on les insérera naturellement dans la vidéo qui est en train d'être tournée. Et nous passerons à la dernière phase, c'est le dévoilement des plaques. La première plaque, elle associera Julien à Christopher, la première. Et pour la seconde, on aura Gérard, Christopher, Georges Garneau et Garde de France. On commence par la première. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.